Il existe des hommes que l'histoire choisit 2 fois. Une première fois pour les briser, une seconde pour voir ce qui reste à l'intérieur. Uzi Narkis vécut entre ces 2 moments pendant 19 ans. Et tout ce qu'il fit durant ces années, servir, apprendre, commander, se taire, n'était qu'une façon de ne pas penser à une nuit qu'il ne pouvait oublier. Jérusalem en 29 n'était pas une ville tranquille. Elle ne l'avait jamais été. Mais cet été-là, la tension accumulée depuis des années entre les quartiers juifs et des voisins arabes finit par éclater. Une vague de pogroms déferla sur la Palestine, et le petit Uzi, qui n'avait pas encore 5 ans, ne se souvint ni des visages ni des mots. Il se souvint de l'obscurité. La famille se cachait, les adultes se taisaient, et cette forme particulière de silence, quand les gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur d'être entendus, s'était déposée en lui plus profondément que n'importe quelle explication. Il naquit en janvier 25 dans une famille d'immigrants polonais, venus en Palestine pour bâtir quelque chose de nouveau sur une terre considérée comme leur par droit de mémoire et de foi. Son père, Yehiel Narkis, était un homme de conviction et sans illusion. Sa mère, Aliza, éleva son fils dans une maison où Jérusalem n'était pas seulement une adresse, elle était un sens. Les rues de la ville nouvelle, l'odeur du calcaire après la pluie, la vue sur les murailles de la vieille ville depuis les toits, tout cela forma le garçon avant même qu'il pût en prendre conscience. À 16 ans, Uzi Narkis rejoignit la Palma. Ce n'était pas une décision au sens ordinaire du terme, plutôt une inévitabilité. La Palma était l'unité d'élite de choc de la Haganah, l'organisation d'autodéfense juive clandestine, et l'on y allait quand on estimait ne pas avoir le droit de rester à l'écart. Narkis était précisément ce type d'homme, organiquement incapable de rester en marge quand quelque chose d'important se décidait. Son commandant fut Yigal Allon, l'un des esprits militaires les plus brillants de sa génération, un homme capable de voir le champ de bataille comme un échiquier, mais sans jamais oublier que sur cet échiquier se tiennent des êtres vivants. Les entraînements étaient rudes, les ressources quasi inexistantes, les armes obtenues et dissimulées loin des patrouilles britanniques. Mais Narkis découvrit en lui quelque chose qui ne s'enseigne pas, l'intuition du commandant. La capacité à tenir des hommes ensemble non par la peur, mais par quelque chose de plus complexe, la conviction qu'ils accomplissaient quelque chose qui leur survivrait. En 48, cette conviction serait mise à l'épreuve au point qu'il faillit se briser. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'heure, il y avait un jeune combattant, Jérusalem tout autour, et le sentiment que l'histoire ne faisait que commencer. La guerre d'indépendance ne commença pas en un seul jour, ni sur un seul ordre. Elle s'accumula pendant des mois. Accrochages sur les routes, embuscades, explosions dans les cafés et sur les marchés, jusqu'à ce que le 14 mai 48, David Ben Gourion lut la déclaration d'indépendance et que 5 armées arabes franchissent simultanément les frontières du nouvel État. Pour Narkis, ce n'était pas une guerre abstraite pour une idée, c'était une guerre pour la ville où il était né et avait grandi, pour les rues qu'il connaissait par cœur, pour la vieille ville visible depuis les fenêtres de son enfance. Le quartier juif de la vieille ville se retrouva assiégé presque immédiatement. Environ 1700 habitants, personnes âgées, familles, rabbins, quelques centaines de défenseurs avec un armement minimal, étaient coupés du reste de Jérusalem par la Légion arabe jordanienne. La Légion était une force sérieuse, entraînée, armée, avec des officiers britanniques au commandement. Face à elle se tenaient des hommes avec des positions de fortune et une pénurie chronique de munitions. L'unité de Narkis reçut une désignation officielle qui parlait d'elle-même, force de diversion. Pas une attaque principale, pas une percée décisive, une diversion. Mais dans la nuit du 18 au 19 mai, ces combattants accomplirent ce qui semblait presque impossible. Ils percèrent à travers la porte de Sion. Pendant quelques heures, un couloir vivant s'ouvrit dans le cercle du siège, permettant d'acheminer des vivres vers l'intérieur et d'évacuer les blessés vers l'extérieur. Ce fut un moment où il semblait encore possible de tenir.
Mais les renforts qui devaient entrer et s'établir ne vinrent pas. Les raisons étaient multiples. D'autres fronts brûlaient simultanément. Les décisions se prenaient dans le chaos. Les ressources se distribuaient entre trop de points critiques à la fois. Narkis attendit un ordre qui ne vint pas. Puis vint un autre ordre, se replier. Il l'exécuta. Les soldats se retirèrent. La porte se referma. Le 28 mai, le quartier juif capitula. Ses habitants furent évacués. Les synagogues furent par la suite détruites. Les pierres tombales des anciens cimetières utilisées comme matériaux de construction. La vieille ville passa sous contrôle jordanien. Narkis en parlerait plus tard sans fioriture. Les considérations militaires étaient irréprochables, mais le regret éternel demeura. La vieille ville de Jérusalem était tombée. Ce n'était pas une tentative de se justifier, c'était l'aveu d'un homme qui savait. Les bonnes décisions et les bons résultats ne sont pas la même chose. On digère la défaite de différentes façons. Certains sombrent dans la colère, d'autres dans les justifications, d'autres encore dans le travail. Narkis choisit le travail. Non que la colère fût passée, mais parce que l'armée était le seul endroit où une défaite pouvait se transformer en quelque chose ayant un sens. Mais avant de se retourner vers les cartes et les états-majors, il y eut un détail qui ne s'inscrivait dans aucun rapport militaire. Sur le champ de bataille en avril 48, avant encore la nuit à la porte de Sion, lors de l'assaut de la colline de Castel, mourut Abdelkader El-Husseini, le commandant des forces irrégulières palestiniennes. C'était un adversaire charismatique et redoutable, un homme autour duquel la résistance arabe à Jérusalem s'était construite depuis des années. Narkis fouilla son corps, procédure militaire standard, reconnaissance de documents et d'armes. Parmi les affaires du commandant tué se trouvait un Coran. Narkis le prit, non comme trophée, ou du moins pas seulement comme trophée. Ce qu'il ressentit exactement à cet instant, il ne l'expliqua jamais en détail. Mais il garda le Coran, l'emporta avec lui, et le conserva pendant des décennies, à travers tous les déménagements, les hauts et les bas de sa carrière, les années à Paris et le retour à Jérusalem. Dans les années 80, Narkis annonça qu'il était prêt à rendre le livre à son propriétaire légitime, Faisal Husseini, fils du commandant tué, devenu entre-temps une figure politique palestinienne notable. Ce geste pouvait sembler une réconciliation, mais la condition que posa Narkis était éloquente, uniquement en présence de journalistes et de caméras, sinon il n'était pas intéressé. Faisal Husseini n'accepta pas ces conditions. Le Coran resta dans la bibliothèque de Narkis. Ce que cela signifiait, désir de reconnaissance publique, calcul politique ou quelque chose de plus complexe, chacun en juge à sa façon. Il resta dans les forces de défense d'Israël dès le premier jour de leur existence et gravit les échelons méthodiquement, comme un homme qui a quelque chose à prouver, avant tout à lui-même. Dans les années 50, l'armée se formait au fil de l'action. La doctrine s'écrivait au lendemain des combats tout juste vécus. Les commandants apprenaient de leurs propres erreurs, faute de toute autre méthode. Narkis se sentait à l'aise dans cet environnement. Il était un homme de pratique, non de théorie. À un moment, il devint évident que la pratique ne suffisait plus. Il se retrouva à Paris, à l'école supérieure de guerre, au milieu d'officiers du monde entier. Il vit comment la pensée militaire peut exister hors du contexte de la survie, comment on peut réfléchir à la guerre stratégiquement et non seulement tactiquement. Les Français estimèrent assez l'officier israélien pour lui décerner la Légion d'honneur. En 1965, il fut nommé premier directeur du Collège de défense nationale d'Israël, une institution qui n'existait pas avant lui. Il la bâtit de zéro. C'était un travail de création, inhabituellement pour un homme accoutumé à penser en termes de percée et de retraite. Mais Jérusalem ne s'en allait pas. Elle était là, à l'horizon de chaque journée ordinaire. La vieille ville sous le drapeau jordanien, le mur des lamentations inaccessibles, les portes fermées. Et quelque part dans la bibliothèque reposait le Coran de l'homme qui l'avait vaincu au combat, mais n'avait pu surmonter dans le jeu plus long de la mémoire et du regret. Mai 67 commença par de mauvaises nouvelles qui s'aggravaient rapidement. Le président égyptien Nasser déploya ses troupes dans le Sinaï
exigea le retrait des casques bleus de l'ONU et ferma le détroit de Tiran à la navigation israélienne. La Syrie concentra ses forces au nord. La Jordanie signa un pacte de défense mutuelle avec l'Égypte. Autour d'Israël se resserrait un étau et dans le pays montait un sentiment connu depuis 1948, le sentiment qu'il s'agissait non de territoire, mais d'existence. Narkis commandait alors le district militaire central. C'était un front d'une nature particulière. La frontière avec la Jordanie traversait le cœur même du pays, à quelques kilomètres de Tel Aviv, en son point le plus étroit. La légion jordanienne se tenait en Cisjordanie, et la vieille ville de Jérusalem, cette même vieille ville, était sous sa protection. Narkis connaissait ce théâtre d'opération mieux que quiconque. Il ne l'avait pas étudié sur des cartes, il s'en souvenait par la nuit de 1948, quand il se tenait à la porte de Sion et attendait des renforts qui ne vinrent pas. Le commandement israélien envisageait plusieurs scénarios de guerre. La frappe principale visait le Sinaï. C'est là que se décidait le rapport de force avec l'Égypte, là qu'allaient les forces principales et les meilleures unités blindées. Le front central avec la Jordanie était plutôt défensif dans le plan. Personne dans le haut commandement ne fixait comme objectif la prise de la vieille ville. C'était politiquement délicat, tactiquement coûteux et diplomatiquement périlleux. Israël transmit même au roi Hussein, par l'intermédiaire de Thiers, un signal sans ambiguïté. « N'entre pas en guerre, et nous ne te toucherons pas ». Hussein n'écouta pas. Le 5 juin, premier jour de la guerre, l'artillerie jordanienne ouvrit le feu sur Jérusalem et la banlieue de Tel Aviv. Les troupes jordaniennes occupèrent le siège de l'ONU à Jérusalem. La situation changea immédiatement. Le front central n'était plus une réserve défensive, mais un théâtre d'opération actif. Narkis reçut l'ordre d'agir. 7 brigades sous son commandement entamèrent leur mouvement. Il les déployait méthodiquement, comme un homme qui avait longtemps réfléchi à l'allure que cela devrait avoir, mais tout de même pas tout à fait préparé à ce qui se passait réellement. Personne n'est jamais vraiment préparé. Les plans existent jusqu'au premier coup de feu, puis commence autre chose, vivant, imprévisible et irréversible. Quelque part au fond, sous les couches de sang-froid professionnel, Narkis savait. Si tout se passait comme il le pensait, il se retrouverait devant les murs de la vieille ville. Il s'efforçait de ne pas y penser trop fort. Le 6 juin, deuxième jour de la guerre, les combats autour de Jérusalem se déroulaient déjà sur tout le périmètre. Les forces israéliennes contournaient la ville par le nord et par le sud, coupant les positions jordaniennes l'une après l'autre. Narkis dirigeait l'opération depuis l'état-major, recevant des rapports, prenant des décisions, ajustant le mouvement des colonnes sur la carte, tout en maintenant dans sa tête cette part de lui-même qui n'avait pas le droit de participer au commandement. Cette part qui se souvenait de 1948. Le nœud le plus sanglant fut la colline d'Ammunition Hill, position dominante au nord de la vieille ville, que les Jordaniens avaient fortifiée pendant des années. Ce n'était pas seulement une colline, c'était un nœud défensif avec bunkers, tranchées, nids de mitrailleuses et tirs directs sur toutes les approches. La brigade de parachutistes sous le commandement de Mota Gur reçut l'ordre de la prendre de nuit, sans préparation d'artillerie préalable, pour ne pas endommager les lieux saints à proximité immédiate. Cette décision coûta très cher. Les parachutistes avançaient de front sur des positions fortifiées dans l'obscurité, guidés par les éclairs des tirs. Les pertes furent lourdes. Des hommes tombaient dans les ruelles de pierre étroites, dans les jardins et sur les pentes découvertes, balayées de part en part. Narkis recevait les chiffres et en comprenait le prix, non de façon abstraite, mais concrète, parce qu'il savait ce que c'était d'envoyer des hommes là d'où tous ne reviennent pas. À l'aube, la colline d'Ammunition Hill était prise. Ce fut un tournant. Depuis cette position, la vieille ville était visible comme dans la paume d'une main, ses murailles illuminées par la lumière matinale, le dôme de la mosquée Al-Aqsa reflétant le soleil. Narkis contemplait cela depuis le poste de commandement et comprenait qu'il se tenait à un pas de ce à quoi il ne s'était pas permis de penser à voix haute. Mais l'ordre d'assaut de la vieille ville n'était toujours pas donné. La direction politique hésitait, la pression internationale montait,
le Conseil de sécurité de l'ONU négociait un cessez-le-feu, et chaque heure de tergiversation pouvait être la dernière avant que tout s'arrête de nouveau. Narkis attendait. Il savait attendre. 19 ans d'entraînement. Mais cette attente-là était d'une autre qualité. Derrière elle se tenait non simplement l'impatience, derrière elle se tenait tout. Moshe Dayan vint en personne. Il inspecta les positions, évalua la situation et prit la décision qui changea tout. L'ordre d'entrer dans la vieille ville serait donné demain matin, le 7 juin. Narkis entendit ces mots et ne dit rien. La nuit du 6 au 7 juin, personne de ceux qui la vécurent ne la décrit comme calme. Les combattants nettoyaient leurs armes, fumaient, parlaient à voix basse ou ne disaient rien. Les commandants vérifiaient les itinéraires, précisaient les missions, comptaient les hommes. Narkis passa cette nuit comme la passent les hommes auxquels le lendemain réserve quelque chose d'irréversible, dans un travail qui est une forme de prière pour ceux qui ne savent pas prier autrement. Le plan était direct. La brigade de Motagour entre par la porte des Lions au nord, seule entrée permettant aux véhicules de passer à l'intérieur des murailles. Simultanément, d'autres unités bloquent le périmètre, coupant les voies de retraite possibles et les renforts. L'opération devait être rapide. Chaque minute supplémentaire dans la densité d'un tissu urbain, parmi des ruelles étroites et des maisons en pierre, représentait des pertes potentielles parmi les civils et les combattants à la fois. Le 7 juin, à 9h45 du matin, les premiers blindés de la brigade de Gur franchirent la porte des Lions. Narkis l'entendit à la radio. Un court rapport, quelques mots, le ton professionnel d'un homme qui communique un fait. Mais le fait était tel que le ton professionnel se maintenait avec difficulté. Puis vint la voix de Gur lui-même. Une phrase qu'entendit tout Israël, car elle passa en clair sur les ondes. Le mont du Temple est entre nos mains. Narkis entra dans la vieille ville à sa suite. Les ruelles étroites, les pierres millénaires, l'odeur de poudre et de poussière, des coups de feu sporadiques au loin où la progression continuait encore. Les habitants regardaient depuis les portes et les fenêtres, certains avec effroi, d'autres avec curiosité, d'autres avec quelque chose de difficile à lire de façon univoque. Narkis regardait droit devant lui et avançait vers l'endroit où toute cette journée l'avait conduit depuis le début, vers le mur. Le quartier autour du mur des Lamentations en 67 n'était pas l'espace ouvert qui existe aujourd'hui. C'étaient des maisons serrées à toucher le mur lui-même, un passage étroit entre elles, quelques mètres, pas davantage. Narkis descendit de sa voiture et continua à pied. Les parachutistes s'écartèrent, certains pleuraient, d'autres touchaient les pierres des mains, comme pour vérifier qu'elles étaient bien réelles. Et puis le mur fut devant lui, et tout ce qu'il s'était préparé à ressentir, satisfaction professionnelle, fierté militaire, soulagement de l'homme qui a accompli sa mission, tout cela se révéla une description totalement inadéquate de ce qui se passait en lui. Il se tenait là et tremblait. Le mur était tel qu'il le connaissait, immense, puissant, dans toute sa magnificence. Il inclina la tête et se tut. Ce qui se passa devant le mur ne relevait pas de la terminologie militaire. Narkis était un soldat professionnel, un homme dont le métier consistait à traduire la réalité en catégories de missions, de ressources et de résultats. Mais ici, ce système ne fonctionnait pas. Il y avait là simplement un homme face à des pierres qui existaient avant tout ce qu'il connaissait, son pays, son armée, sa langue, son nom. À ses côtés se tenait le grand rabbin militaire Shlomo Goren, avec un rouleau de la Torah et un chauffard. Goren souffla. Le son se répandit dans l'espace étroit entre les maisons, rebondit sur les pierres, s'éleva vers le ciel. Les parachutistes, dont beaucoup ne se considéraient pas comme des hommes religieux, se tenaient immobiles. Quelque chose dans ce son atteignait un endroit qui n'avait rien à voir avec la religion au sens habituel. Il avait à voir avec la mémoire, la continuité, quelque chose qui se transmet non par les mots. Narkis dirait plus tard qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il s'était trouvé totalement impréparé à ce moment, lui précisément, l'homme qui l'avait attendu 19 ans. C'est un paradoxe que comprennent seulement ceux qui ont un jour obtenu ce dont ils ont cessé de se permettre de rêver. Le rêve dans la tête et la réalité devant les yeux, ce sont deux choses différentes, et le passage de l'un à l'autre assomme.
Dans ces mêmes heures, tandis que Narkis se tenait devant le mur, à New York, à Moscou, à Paris, à Buenos Aires, des Juifs écoutaient la radio et pleuraient. Des gens qui n'avaient jamais vu Jérusalem, qui parlaient d'autres langues et vivaient dans d'autres mondes, mais portaient en eux ce même fardeau d'inaccessibilité que Narkis portait physiquement, comme commandant d'une opération perdue en 48. Quelque chose se boucla ce jour-là, pas seulement pour lui. Les tâches pratiques n'attendaient pas. Il fallait organiser l'administration des territoires conquis, établir des relations avec la population locale, maintenir l'ordre dans la ville, rendre compte vers le haut, prendre des décisions. La guerre sur d'autres fronts continuait encore. Dans le Sinaï, les chars israéliens avançaient vers le canal de Suez. Sur le Golan, les combats commenceraient plus tard. Narkis retourna au travail. C'était la seule chose qu'il savait faire avec ce qui ne tenait pas dans les mots. Le commandement central accomplit ce que Narkis appellerait plus tard son aspiration naturelle. La frontière d'Israël fut établie sur le Jourdain. Jérusalem fut réunifiée. Officiellement, juridiquement, physiquement. Cette nuit de 48 à la porte de Sion trouva sa suite. 19 ans plus tard, à travers une autre guerre, d'autres pertes, tout ce qui s'étendait entre ces deux points. Après la guerre, la vie continue, et c'est parfois plus difficile que la guerre elle-même. Narkis retrouva le commandement du district central, le travail administratif, le quotidien d'une armée qui avait vaincu et devait maintenant réfléchir à ce que faire de la victoire. Cela s'avéra plus complexe qu'il n'y paraissait dans les premiers jours d'euphorie. En mars 68, les forces israéliennes menèrent une opération au village jordanien de Karameh, où était établie une base de l'Organisation de libération de la Palestine. L'opération était conçue comme un coup rapide, mais l'armée jordanienne entra en combat aux côtés des Palestiniens, et ce qui était planifié comme une opération de nettoyage se transforma en un dur combat frontal avec de sérieuses pertes du côté israélien. Techniquement, l'opération atteignit ses objectifs. La base fut détruite, mais le coût s'avéra supérieur au prévu, et des questions sur la qualité de la planification demeurèrent en suspens. Narkis portait la responsabilité en tant que commandant du district. L'examen de l'opération fut douloureux. Sans déclaration publique, sans démission fracassante, simplement un déplacement discret qui, dans la culture militaire, parle de lui-même. Il fut écarté du commandement. L'homme qui 9 mois plus tôt se tenait au mur des Lamentations comme l'un des principaux artisans de la libération de Jérusalem, quittait maintenant le service actif par une porte dérobée. Cela aussi faisait partie de son histoire, ni héroïque, ni commode, mais vraie. La vie se termine rarement au sommet. Elle continue le plus souvent après, dans le temps ordinaire, où il n'y a pas de place pour les gestes dramatiques et où l'homme se retrouve face à ce qu'il est sans épaulettes ni moments historiques. Les années suivantes, Narkis les consacra à l'Agence juive, l'organisation qui s'occupait du retour des Juifs du monde entier en Israël. C'était un travail différent, silencieux, invisible de l'extérieur, mais immense par son ampleur. Il aidait des gens à venir dans le pays qu'il avait lui-même défendu depuis l'âge de 16 ans. Un cercle fermé d'une nature particulière, du garçon qui se cachait dans l'obscurité pendant les pogroms de 29, à l'homme qui ouvrait des portes à ceux qui cherchaient le même endroit que sa famille avait cherché jadis. Uzi Narkis mourut à Jérusalem en décembre 97. Il avait 72 ans. Il fut inhumé sur le mont Herzl, le cimetière national militaire d'Israël, où reposent ceux dont la vie et la mort appartiennent à l'histoire du pays. Il est des choses qu'un homme porte toute sa vie, non comme un fardeau, mais comme une boussole. Pour Narkis, cette boussole fut une nuit de 48 à la porte de Sion et une question sans réponse. Pendant 19 ans, cette question le guida, à travers Paris et les académies militaires, à travers les cartes d'état-major et les marches nocturnes, à travers tout ce qu'on appelle carrière et qui n'est en réalité qu'une longue réponse à ce qui n'accorde pas de repos. Le 7 juin 67, il obtint cette réponse. Le mur était devant lui. Il tremblait. Il était tel qu'il le connaissait, immense, puissant, dans toute sa magnificence.
Il inclina la tête et se tut. סרטי על הפתילי רותח לאט, שכנים עוברים שלום קצר, חיוך והלב מתרחב מרוב חסד וצניעות. חוזר אל הכפר שבלב שלי חי, לחצר עם הענבים על הגג הישן, שמה בשער בקול נמוך ושקט, בכל העולם היה פשוט ומובן. חוזר אל הכפר, חוזר לכאן. יום רודף יום בעיר הרחוקה, אבל בפנים עוד זורחת השקיעה. על גבעה קטנה בין מצוות ותפילות, אני ילד שוב נרגע בין הסודות. חוזר אל הכפר שבלב שלי חי, לחצר עם הענבים על הגג הישן, שמה בשער בקול נמוך ושקט, וכל העולם היה פשוט ומובן. חוזר אל הכפר, חוזר לכאן. אליך